Bonjour, je suis Laurence Munchot et je suis co-titulaire à l'UCL sur le site de Mons d'un cours qui est consacré à l'information et à la communication et où spécifiquement on garde une séance de 3 heures de cours plus tous les travaux pratiques qui sont faits par les étudiants aux questions de genre et de médias, parce que ça nous semble une problématique vraiment importante dans l'information et la communication. Cette année, par exemple, les travaux pratiques vont questionner la place des femmes dans la Commission européenne et notamment la place des femmes telle qu'elle a été médiatisée dans le grand public. L'année dernière, on avait travaillé sur la problématique des fémènes et leur médiatisation également. La première chose qu'il est important de définir, c'est justement le mot média et le mot genre, puisque c'est ces deux interrogations-là qu'on pose à travers le cours. Alors le mot média, nous on l'entend en tout cas dans le cadre de ce cours-là comme étant les médias de masse, donc la radio, la télévision, la presse écrite, et les médias d'information, donc ceux qui sont destinés à informer le grand public. Bien sûr, les questions telles que la publicité, la fiction, le divertissement, notamment à la télévision ou à la radio, sont aussi des questions intéressantes, mais pour des questions de facilité et d'entonnoir par rapport aussi à toute la matière qu'on pourrait enseigner aux étudiants, on se concentre vraiment sur les médias de masse, donc radio, presse écrite, télévision. On aborde aussi le multimédia, mais plutôt dans la consommation multimédia qu'a le grand public de cette radio, de cette télévision, de cette presse écrite et des éventuels commentaires qu'ils peuvent faire à travers les forums ou les réactions à tel ou tel article. Donc ça c'est pour l'appréhension du média. Alors la question du genre est un peu plus complexe, c'est souvent un terme que les étudiants découvrent au moment où on entame le cours. J'ai l'habitude de leur expliquer que le genre est un mot qui a évolué dans le temps. Alors la première acception, le premier sens qu'on lui a donné et qui est né dans les années 30 jusqu'à plus ou moins les années 70, donc je parle du XXe siècle, c'était le genre, c'est le sexe social. Donc qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est le fait qu'on est mâle ou femelle, donc ça c'est strictement biologique, c'est le déterminant sexuel, et en fonction de ce sexe, de ce fait qu'on est mâle ou femelle, cela entraîne une série de rôles que l'on est tenu ou pas d'avoir dans la société. Donc, et donc par exemple, l'exemple que je donne souvent, c'est de dire parce que vous êtes femme, forcément vous portez les enfants, ça c'est purement sexuel, et puis du coup est-ce que vous êtes obligé de rester à la maison et de ne pas travailler pour vous en occuper? Ça c'est la culture d'une période, d'un espace donné qui va le déterminer. Alors cette vision-là, donc le genre c'est le sexe social, s'est développé, je l'ai dit, jusque dans les années 70. Et puis à partir des années 80, les féministes et les chercheurs en genre ont même remis cette définition-là en question en disant que même le sexe était lui aussi culturellement noté et connoté. Et ça s'est vu notamment à travers tout le travail qui s'est fait sur les éléments qui faisaient que des gens pouvaient changer de sexe, ou en tout cas se sentaient mal à l'aise dans le sexe qu'ils avaient à la naissance. Ça s'est vu notamment dans le sport, dans le divertissement, dans les spectacles, où à un moment donné, des gens dont les caractéristiques sexuelles les apparentaient plus ou moins, je dis bien plus ou moins, à l'homme ou à la femme, se sentaient mal à l'aise par rapport à ce sexe et donc demandaient des interventions chirurgicales notamment qui leur permettaient d'évoluer vers autre chose. Et cette évolution-là, elle est de nouveau organisée par des médecins, par une culture, par un espace-temps, et donc même le sexe à un certain moment peut être culturalisé. Donc ça c'est la situation actuelle de la réflexion en la matière. Donc voilà, définition des médias, définition du genre comme étant quelque chose de culturellement organisé. Et alors, je leur dis, voilà, qu'est-ce que tout ça peut avoir comme implication dans les médias? C'est qu'à un moment donné, les médias parlent des hommes, parlent des femmes, parlent de leurs relations. Et donc, comment est-ce que ce rapport entre les hommes et les femmes est médiatisé? Alors, j'ai généralement 3 axes de travail et je leur dis de se consacrer à l'un ou l'autre de ces axes selon leurs intérêts propres.
Le premier axe, c'est vraiment le travail. Est-ce que l'on est un homme ou une femme journaliste? Donc, est-ce que le traitement de l'information que l'on a peut être ou pas conditionné par le genre auquel on appartient? Le deuxième axe, c'est vraiment les médias qui sont clairement dédiés tantôt aux hommes, tantôt aux femmes. Donc on sait que Playboy, c'est plutôt un média dédié aux hommes. On sait que Femmes d'aujourd'hui, c'est plutôt un média dédié aux femmes. Et puis il y a des quantités d'autres médias dont on peut se demander par qui ils sont majoritairement lus, quel est leur public cible. Ça, c'est le deuxième axe. Et le troisième axe, c'est vraiment la médiatisation des hommes et des femmes par les médias. C'est comment est-ce qu'une radio, une télévision, un média de presse écrite parle des hommes et des femmes. À qui est-ce qu'il donne la parole? Comment est-ce qu'il les qualifie? Quels sont les experts auxquels il fait appel, etc. Et donc j'essaye de travailler ces trois axes-là en permettant à chaque étudiant, dans le cadre de ses travaux pratiques, de se dire, tiens, les femmes, je vais plutôt travailler la question des femmes dans les médias radio, par exemple, en essayant de voir si c'est traité par des femmes ou des hommes journalistes, ou comment est-ce qu'on parle des femmes, ou est-ce qu'il y a un traitement différent des femmes dans Femmes d'aujourd'hui et dans le Vif l'Express. Voilà, c'est de ce type de questions-là que l'on aborde dans le cadre de ce cours. L'objectif, je vais dire, de cette séance qu'on consacre aux médias et au genre dans le cadre de ce cours, c'est un objectif d'initiation à cette question-là auprès des étudiants. Généralement, ce sont des questions qu'ils ne se sont pas posées jusque-là. Ce sont des étudiants de deuxième bac en ce qui me concerne. Et donc l'idée, c'est de leur dire, tiens, on a souvent l'habitude de considérer les médias et les médias de masse comme des miroirs du monde ambiant. Est-ce que ce miroir-là, il doit être un pur reflet et est-ce que du coup les journalistes doivent être de simples porte-micros de ce qui existe sans le questionner, le remettre en question, en perspective? Ou bien est-ce qu'il y a un travail à faire auprès d'étudiants qui sont des futurs journalistes, des futurs communicateurs, des futurs porte-parole de partis politiques ou d'associations, et de dire à ces étudiants et donc à ces futurs professionnels des médias, vous avez un rôle à jouer dans la médiatisation du genre et dans le cadre de votre futur travail. L'idée est simplement d'ouvrir leurs yeux et qu'ils se posent des questions désormais quand ils regardent un reportage, quand ils lisent un article, de se dire tiens, est-ce que du point de vue du genre, cet article ne renforce pas certains stéréotypes? Alors le mot stéréotype est un mot que je prends souvent le temps de définir et d'expliquer, parce que ce que je veux, c'est que donc souvent le mot stéréotype est déjà un terme qui est connoté négativement à la base. Et moi je leur dis toujours, un stéréotype n'est pas quelque chose de négatif en soi. Les médias ne peuvent fonctionner d'une certaine façon que par des stéréotypes. Parce qu'un média, il doit être rapide, il doit raccourcir l'information, il doit aller à l'essentiel en très peu de temps, en très peu d'espace. Et donc forcément, il va chercher l'élément saillant, le prototype d'une série d'informations. Alors le problème du stéréotype, c'est que s'il est utilisé toujours dans le même sens et de façon répétitive, il va entraîner effectivement des réflexes et une appréhension négative du réel. Je prends un exemple, si systématiquement on présente les femmes dans les reportages télévisés, radio ou presse écrite comme étant des mères en puissance ou des putains en puissance, pour prendre les deux grands stéréotypes qui sont souvent associés à la femme, la mère, la vierge ou la putain, c'est souvent comme ça qu'on caricature un peu les choses, c'est de leur dire, écoutez, si systématiquement vous orientez la vision des femmes comme étant des futures mères ou des mères en puissance, vous donnez une impression relativement stéréotypée de ces femmes. Et donc, un exemple que l'on étudie souvent, c'est quand on interroge une femme, je ne sais pas moi, Premier ministre, responsable d'entreprise, etc., et qu'on lui demande comment arrivez-vous à concilier vie professionnelle et vie familiale, c'est d'office considéré qu'elle doit remplir ces deux tâches. Or, ce n'est pas une question qu'on pose a priori à un homme, par exemple, qui est chef d'entreprise ou responsable politique. Pourquoi, comment, qu'est-ce que ça implique dans notre vision du monde comme journaliste, comme porte-parole, comme communicateur.
Donc je les initie à cette notion de stéréotype et j'essaye de leur montrer qu'ils doivent être attentifs à cette question-là pour donner dans leur travail futur une vision relativement nuancée de la situation. Et donc effectivement, il y a des chefs d'entreprise qui sont maires, on peut en parler, ce n'est pas un interdit, mais on ne doit pas faire tourner tout l'entretien autour de cette question-là, par exemple. On peut aussi poser la question de la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale à un homme chef d'entreprise. Alors il y a plusieurs fonctions qu'on essaye d'activer, comme porte-parole par exemple, renseigner aux journalistes qui demandent à interviewer un expert ou un responsable, ne pas toujours proposer l'homme chef de service, mais dire il y a d'abord des femmes chefs de service, il y a des femmes experts dans toute une série de domaines, il y a des femmes en charge de toute une série de dossiers, et leur dire interviewer madame et pas monsieur. C'est aussi sensibiliser dans le cadre d'associations ces femmes qui sont porteuses de projets à oser communiquer devant les médias. Souvent elles disent ah mais moi je ne sais pas parler, je vais demander au chef de parler, et comme par hasard le chef est un homme et donc d'office c'est un homme qui passe à la caméra. Donc à travers tous ces exemples, on essaye de leur montrer que l'usage de certains stéréotypes de genre, ils existent, on ne peut pas faire sans, mais qu'il faut parvenir à avoir une vision relativement nuancée et critique du monde dont on donne le reflet à travers les médias. Évidemment, toutes ces questions de stéréotypes, de médiatisation du monde tel qu'il est et de la question du genre à travers les médias, je ne suis pas la seule à la poser à travers ce cours. En tant qu'expert en genre et médias, le monde académique interpelle les professionnels du secteur. Donc il y a toute une série de recherches et de bonnes pratiques qui sont mises en place et diffusées à travers, par exemple, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, l'Assemblée générale des journalistes, le jury d'éthique publicitaire, tous ces professionnels de la communication au sens large et de l'information en particulier, qui sont attentifs à ces questions, ou en tout cas qu'on essaye de sensibiliser à ces questions également. Alors ce n'est pas évident dans la mesure où d'abord c'est un changement de mentalité et on sait que ça prend beaucoup de temps. Par ailleurs, les médias obéissent à toute une série d'impératifs, notamment celui d'abord de la liberté de contenu et du droit tout à fait strict et intangible à informer en vertu de leur professionnalité, je vais dire. Et d'autre part, ils ont des impératifs de timing et d'espace-temps très très précises. Donc quand on a un JT ou un JP à 13h et qu'il est 10h moins le quart, on n'a pas tout à fait le temps de commencer à interroger 5 expertes avant de trouver la bonne. Donc on va le plus vite possible à la personne que l'on a déjà dans son carnet d'adresses. Donc c'est un travail de longue haleine qui demande vraiment une sensibilisation de tous les acteurs. Ça se fait en aval, donc avec ces acteurs, journalistes, spécialistes de l'audiovisuel, etc. Et puis on essaye de le faire déjà en amont avec les étudiants que l'on forme en se disant qu'à une échéance de 10 ans par exemple, on aura une évolution en la matière.